aborder aujourd'hui un cours qui est facile, plus pratiquement à comprendre, d'accord. C'est un cours que je considère comme un cours léger, d'accord. Mais quand même, il faut le comprendre, c'est le cours cytopénie et aplasie médulaire. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, surtout s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. Et voilà, c'est parti. Alors, comme définition, voici quelques notions. Donc, la leucopénie, donc ce sont des notions faciles. La leucopénie, c'est tout simplement la diminution du nombre des globules blancs. D'accord? L'anémie, c'est tout simplement la diminution de la lignée rouge, c'est-à-dire les globules rouges. La thrombopénie, c'est la diminution du nombre des plaquettes. La bicytopénie, c'est-à-dire 2 lignées. D'accord? C'est la diminution de 2 lignées sanguines. Toujours quand il y a une diminution de 2 lignées sanguines, on a l'impression qu'il y a un problème au niveau de la moelle. D'accord? C'est pas toujours le cas, mais on a, surtout quand on a une pancytopénie, c'est-à-dire la diminution des 3 lignées sanguines, c'est-à-dire la diminution des globules rouges, c'est-à-dire on a une anémie, une thrombopénie et une leucopénie, là, on est presque sûr que le problème, c'est au niveau de la moelle osseuse. D'accord? Donc, bicytopénie, diminution de 2 lignées sanguines. Et la pancytopénie, la diminution des 3 lignées sanguines. Donc, on a à la fois une anémie, une thrombopénie et une leucopénie. Qui dit anémie dit le syndrome anémique, notamment la pâleur, notamment la fatigue, etc. Donc, les signes de l'anémie. Qui dit la thrombopénie dit le syndrome hémorragique, d'accord? Et qui dit la leucopénie dit la susceptibilité aux infections. D'accord? Très bien. Alors, comme définition de l'aplasie médulaire, donc l'aplasie médulaire, c'est tout simplement, qui dit aplasie médulaire, c'est-à-dire la moelle ne peut plus fabriquer des cellules du sang. D'accord? Donc, c'est l'insuffisance médulaire, vous voyez, quantitatif, c'est pas qualitatif, c'est quelque chose de quantitatif, c'est-à-dire la moelle n'est plus capable de synthétiser les cellules du sang, et donc, c'est pour cela, quand le problème est central, on aura à la fois une pancytopénie. Donc, la pancytopénie est un signe biologique qu'on retrouve à l'hémogramme. Donc, à la fin, on va retrouver une anémie, à la fin, on va retrouver une thrombopénie et à la fin, on va retrouver une leucopénie. D'accord? C'est très important de comprendre que quand on dit aplasie médulaire, on écarte toutes les infiltrations tumorales qui peuvent se dérouler au niveau de la moelle. C'est-à-dire, quand on fait une ponction biopsie osseuse ou un médulogramme, on ne retrouve pas des cellules anormales, on ne retrouve pas des cellules qui sont en multiplication anormale. D'accord? Et sans myélofibrose, c'est-à-dire, il n'y a pas de la myélofibrose, c'est tout simplement la formation de la fibrose au niveau de la moelle osseuse. Donc, qui dit aplasie médulaire, donc c'est comme définition insuffisance médulaire quantitative, donc insuffisance de la moelle osseuse quantitativement, elle va donner comme signe biologique la pancytopénie, et c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas une infiltration tumorale et qu'il n'y a pas une myélofibrose. Là, rappel sur l'hématopoïèse, on a expliqué l'hématopoïèse pratiquement plusieurs fois dans notre playlist hématologie. Vous voyez la cellule souche qui va donner des progéniteurs, d'accord? L'un des progéniteurs est myéloïde et l'autre est lymphoïde. Je vous ai dit, pour apprendre et pour faciliter la compréhension et pour faciliter la mémorisation, le progéniteur lymphoïde, il va donner les lymphocytes T et B, et le progéniteur myéloïde, il va s'occuper du reste. Là, pour que c'est une astuce pour les mémoriser, d'accord? Le progéniteur lymphoïde, il va donner les lymphocytes T et B, et le progéniteur myéloïde, il va donner le reste, plaquettes, monocytes, etc., etc. D'accord? Globules rouges, etc. Bien sûr, les mécanismes pathogéniques, donc on peut voir un déficit au niveau de la cellule souche hématopoïétique, c'est-à-dire le problème est au niveau de la cellule souche hématopoïétique, d'accord? Ou un problème de l'hématopoïèse, ou bien un problème du micro-environnement médulaire. L'essentiel qu'il y a une insuffisance médulaire quantitative, c'est-à-dire la moelle n'est plus capable à nous fabriquer des cellules du sang. D'accord? C'est ça la définition de notre aplasie médulaire. Alors, les circonstances de diagnostic, mode d'apparition, il peut être brutal ou progressif.
Les signes d'insuffisance sanguine, donc les signes biologiques, c'est les signes majeurs d'appel. Donc, vous voyez le syndrome anémique, plus le syndrome hémorragique et infectieux. D'accord, le syndrome anémique peut être toléré par le patient, tandis que le syndrome hémorragique et le syndrome infectieux, c'est plus ou moins grave par rapport au syndrome anémique. Donc, on aura les hémorragies, on aura la probabilité d'infection à cause de la diminution du nombre des globules blancs, d'accord. Donc, quand on fait notre hémogramme, on va retrouver cette pancytopénie, c'est-à-dire à la fois une anémie, thrombopénie et une leucopénie. Et sur le plan clinique, on va retrouver les signes de l'anémie, on va retrouver les signes de la thrombopénie, c'est-à-dire le syndrome hémorragique, et on va retrouver les signes de la leucopénie. D'accord? Alors, les éléments positifs, les signes d'insuffisance sanguine, syndrome anémique, syndrome hémorragique, un syndrome infectieux. Alors, les éléments négatifs, c'est vraiment important que les adénopathies ne sont pas présentes dans l'aplasie médulaire. Il n'y a pas une raison pour que les adénopathies apparaissent au cours d'une aplasie médulaire, d'accord? Si on retrouve une aplasie médulaire, des adénopathies, ça écarte le diagnostic de l'aplasie médulaire. Parce que l'aplasie médulaire, je vous ai dit qu'il n'y a pas une infiltration généralement tumorale, et donc il n'y a pas une raison pour que les adénopathies apparaissent, d'accord? Il n'y a pas une sphénomégalie, il n'y a pas une hépatomégalie, donc les éléments négatifs, c'est-à-dire les éléments qui sont absents, et il n'y a pas de douleurs osseuses. Voici ces signes vont éliminer l'aplasie médulaire. Alors, quels sont les examens de première intention à demander? Donc, on demande un hémogramme devant, par exemple, un patient qui consulte pour un syndrome anémique. On doit faire l'hémogramme pour confirmer qu'il y a vraiment une anémie. Ou il y a un syndrome hémorragique, il faut faire l'hémogramme pour confirmer qu'il y a réellement une thrombopénie ou pour confirmer qu'il y a réellement une leucopénie. Donc, on fait l'hémogramme suivi d'un frottis sanguin et un taux de réticulocytes toujours. Le taux de réticulocytes, on a déjà détaillé le taux de réticulocytes, c'est pour savoir le type d'anémie. Est-ce que c'est une anémie régénérative ou une anémie arégénérative? D'accord? Quand le taux de réticulocytes est supérieur à 120 000, on dit que c'est une anémie régénérative. Et quand le taux est inférieur à 120 000, on dit que l'anémie est arégénérative. Vous comprenez bien par un simple raisonnement. En cas d'aplasie médulaire, la moelle n'est plus capable de fabriquer, donc logiquement, on va retrouver une anémie arégénérative. D'accord? Parce que le problème est central et non pas périphérique. Alors, voyez le diagnostic positif. Alors, le diagnostic positif, on a fait notre hémogramme, on a retrouvé l'anémie, la thrombopénie et la leucopénie. On fait le médulogramme, il va retrouver le médulogramme, c'est une étude cytologique. D'accord? Et la ponction biopsie médulaire, c'est une étude histologique. D'accord? Dans le médulogramme, on va prélever un liquide qui contient des cellules. Et dans la ponction biopsie médulaire, on va prélever un tissu qui sert à l'étude histologique. Donc là, alors, donc là, pour le médulogramme, logiquement, il n'y a pas... Alors, désolé, qu'est-ce qui se passe? On rentre encore. Désolé. Alors, médulogramme, donc logiquement, il n'y a pas des cellules, donc on va retrouver une moelle pauvre. D'accord? Absence carrément de place. Vous voyez, il y a certains qui l'appellent moelle désertique, c'est-à-dire il n'y a pas carrément des cellules, d'accord? Moelle pauvre en cellules. La ponction biopsie médulaire, elle va confirmer le diagnostic, elle va confirmer qu'il y a réellement absence de cellules. D'accord? Absence de cellules. Parce que le médulogramme à lui seul ne confirme pas le diagnostic, parce qu'il y arrive dans certains cas que le médulogramme ne prélève pas assez de cellules. D'accord? C'est pas suffisant pour dire que vraiment il y a une aplasie médulaire. Mais quand on prélève un tissu et ce tissu révèle qu'il y a une désolée. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a déjà dit que... Désolé, toujours le même problème. Alors... Très bien, très bien. Alors, on a déjà dit que la ponction biopsie médulaire, c'est elle qui va nous confirmer le diagnostic, d'accord? Donc, c'est elle qui va nous confirmer le diagnostic. Mais voici l'aspect au médulogramme. Vous voyez, tout ça sont des cellules graisseuses. Vous voyez, tout ça sont des cellules graisseuses. Et bien sûr, vous voyez que la moelle, elle est pauvre en cellules. Et bien sûr, la ponction biopsie osseuse, elle va nous montrer que il y a... Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi. Voilà. Alors, la ponction biopsie osseuse, donc elle est indispensable car elle affirme le diagnostic, d'accord? Il va mettre en évidence un appauvrissement plus ou moins homogène en précurseur hématopoïétique au profit des cellules graisseuses. Donc, vous voyez, toute la moelle sera envahie par des cellules graisseuses, mais elle est pauvre en cellules elle-même. Parfois, on peut retrouver certaines hémorragies, plus ou moins un œdème interstitiel. Donc, on a confirmé le diagnostic qu'il y a une aplasie médulaire. D'accord? Tout ça, comment réaliser la fonction biopsie osseuse, on a déjà parlé quand on a fait le cours, je pense, hématimétrie. D'accord? Donc, devant une aplasie médulaire ou suspicion qu'il y a une aplasie médulaire, donc on réalise un NFS, donc numération formée sanguine, je préfère l'appeler hémogramme. Donc, on retrouve notre pancytopénie. Au frottis sanguin, on va retrouver qu'il y a absence de blastes, c'est-à-dire le sang, il n'y a pas ces cellules. Les blastes, vous rappelez que je vous ai dit, je ne rappelle pas si je vous ai dit cette information, mais les blastes sont, quand on retrouve les blastes au frottis sanguin, c'est un signe de régénération, c'est-à-dire au moins, plus ou moins, c'est un signe que la moelle elle est fonctionnelle. Quand il n'y a pas les blastes au frottis sanguin, ça signale que l'anémie déjà elle est arégénérative, d'accord? Ça signifie qu'il y a un problème au niveau de la moelle. Le taux de réticulocyte, je vous ai dit qu'il retrouve une anémie arégénérative. Le médulogramme retrouve une moelle désertique, pauvre, graisseuse. Et la ponction biopsie osseuse, elle confirme le diagnostic. Ça, c'est un récapitulatif. Bien sûr, après avoir diagnostiqué l'aplasie médulaire, il faut savoir qu'elle a une étiologie. Mais il faut savoir qu'il y a certaines aplasies médulaires qu'on les appelle aplasies médulaires idiopathiques, c'est-à-dire qu'ils ne comportent pas une étiologie connue jusqu'à maintenant. D'accord? Ils sont réservés sous le mot aplasie médulaire idiopathique. D'accord? Mais il faut savoir que l'aplasie médulaire, elle a, dans certains cas, une étiologie. Comment faire une enquête étiologique? C'est par l'anamnèse, les antécédents personnels et familiaux, parce que vous allez voir qu'il y a certaines maladies génétiques qui peuvent aboutir à l'aplasie médulaire, par l'examen clinique et les examens complémentaires pour savoir quelle est l'étiologie de cette aplasie médulaire. D'accord? Alors on subdivise, comme diagnostic étiologique, on subdivise les aplasies médulaires en aplasie médulaire congénitale dont la cause est une maladie génétique, c'est-à-dire un problème au niveau des gènes. Et l'une des maladies congénitales, on va prendre un exemple, donc c'est l'anémie de Fanconi. Et on a les aplasies médulaires qu'on dit que sont acquises ou secondaires, c'est-à-dire elles ne sont pas primitives, elles ne sont pas congénitales. Le problème est acquis dans la vie de l'individu, c'est-à-dire l'individu ne naît pas avec cette mutation, comme c'est le cas pour les maladies congénitales. Et là, on peut retrouver acquise, c'est-à-dire secondaire à certaines choses, d'accord, secondaire à certaines pathologies, on va les voir, ou bien idiopathique, c'est-à-dire elle n'a pas de cause identifiée. Et bien sûr, idiopathique, ça reste un diagnostic d'exclusion. Après avoir recherché toutes les causes qui peuvent engendrer une aplasie médulaire, si on ne retrouve rien, on dit que c'est une aplasie médulaire idiopathique. Donc ça reste un diagnostic d'exclusion. On abordera la première maladie génétique, donc c'est l'anémie de Fanconi, qui peuvent aboutir à l'aplasie médulaire. Alors c'est quoi la maladie de Fanconi? Donc c'est une maladie héréditaire, vous voyez, c'est une maladie génétique, autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 gènes malades pour développer les symptômes de la maladie. C'est ça l'autosomique récessive.
Et bien sûr, elle peut évoluer. Donc, l'évolution de cette pathologie, elle évolue. Vous voyez, l'évolution vers l'aplasie médulaire, elle est constante. C'est-à-dire, toujours si il n'y a pas de traitement de cette pathologie, elle évolue toujours vers voilà, l'aplasie médulaire. D'accord? Donc, tableau d'aplasie médulaire sévère vers l'âge de 8 ans. Alors, en fait, c'est quoi l'anémie de Fanconi par définition? Toujours, il faut comprendre avant d'apprendre. C'est quoi l'anémie de Fanconi par définition? C'est une maladie où il y a une mutation des gènes de réparation de l'ADN. Il y a une mutation des gènes de réparation de l'ADN. D'accord? Ce qui fait que la symptomatologie, elle est multiple et diverse. D'accord? Vous allez voir. Donc, le diagnostic est posé, voici le karyotype qui va objectiver, donc cassures chromosomiques multiples qui vont aboutir à l'absence de réparation de l'ADN. Vous voyez, le tableau clinique, il est polymorphe. Donc, on retrouve le tout. On retrouve une dysmorphie faciale, dyskinésie du pouce, pigmentation cutanée, tache café au lait, retard staturo-pondéral, les anomalies des voies urinaires, malformation cardiaque et osseuse. D'accord? Tout ça, c'est en rapport avec l'absence de réparation de l'ADN. Donc, vous voyez les manifestations. Vous voyez les manifestations, le retard staturo-pondéral, la dyskinésie du pouce, désolé, les taches café au lait. Donc, en fait, c'est une anémie qui a plein de signes qui je considère qu'il n'y a pas une relation avec ces signes, d'accord? Ce ne sont pas des signes qu'on peut donner une explication logique, pourquoi il y a cela, d'accord? C'est ça les maladies génétiques, ils s'accompagnent d'un polymorphisme clinique, voilà. Alors bien sûr, pour l'anémie de Fanconi, le seul traitement curatif reste la greffe de la moelle osseuse, d'accord? La greffe de la moelle osseuse pour ne pas avoir l'aplasie médulaire et donc avoir les cellules sanguines qui sont fonctionnées. Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors là, on a abordé l'anémie de Fanconi parmi les causes congénitales. Voilà, on a vu ça, Alors, on va aborder ensemble les aplasies médulaires secondaires, c'est-à-dire ce ne sont pas des causes génétiques. Vous voyez le tableau, le schéma. Ce ne sont pas des causes génétiques, ce sont des causes qui sont acquises durant la vie de l'individu. Et il y a une cause, c'est-à-dire sont secondaires. Et quand il n'y a pas une cause, on dit que c'est idiopathique. Là, donc vous voyez l'aplasie médulaire, elle peut être en rapport avec certaines substances chimiques ou autres qui est toxique, en rapport avec une infection, en rapport des médicaments qui sont toxiques pour la moelle osseuse, ou bien en rapport avec l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. On va détailler cette pathologie en détail, d'accord? On va comprendre qu'est-ce que c'est que l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, HPN, en détail. Alors là, désolé. Alors là, les causes toxiques, avant d'aborder l'HPN, donc les causes toxiques. Alors les causes toxiques, c'est les radiations ionisantes, le benzène et les insecticides qui peuvent attaquer la moelle provoquant une aplasie médulaire. Les causes médicamenteuses, vous voyez la liste des médicaments qui peuvent causer l'aplasie médulaire. Il n'y a rien à comprendre ici. Les causes infectieuses, notamment l'hépatite virale, la tuberculose médulaire, peuvent causer une aplasie médulaire dans l'évolution de la maladie. Et enfin, on a vu cette pathologie qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne qui peut évoluer vers l'aplasie médulaire. On va détailler cette pathologie. C'est quoi? L'hémoglobinurie paroxystique nocturne. D'accord? Par définition, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne,
Voici la définition de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. C'est une mutation, d'accord? C'est une mutation du gène, d'accord? Le gène, il s'appelle PIGA, on va l'appeler PIGA, d'accord? Situé sur le chromosome X. Et en fait, ce gène, d'accord, il va coder pour une protéine nécessaire à la biosynthèse d'une protéine, d'accord? Ce gène, il va coder pour une protéine, d'accord? Et cette protéine, d'accord, GPI, sert à l'ancrage de certaines protéines à la surface des cellules du sang. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. Ce gène PIGA, il va coder pour une protéine. Et cette protéine, elle est indispensable à l'ancrage, c'est-à-dire à la fixation de certaines protéines qu'on appelle CD55 et CD59 sur toutes les cellules du sang, sur les cellules sanguines, plus pratiquement même les globules rouges, principalement les globules rouges. Et ces protéines, CD55, CD59, ils ont une action inhibitrice du système de complément, c'est-à-dire quand il y a CD55, CD59 sur la surface des cellules, notamment cellules sanguines, notamment les globules rouges, le système du complément ne peut pas attaquer ces cellules, ne peut pas attaquer nos cellules du sang. D'accord? Et c'est le cas normal. Nos cellules doivent être protégées de l'action du complément. Vous comprenez bien, quand il y a une mutation du gène qui code pour la protéine de l'ancrage des protéines CD55 et CD59, il n'y aura pas l'ancrage de la protéine, donc il y a une mutation du gène PIGA, d'accord? Donc il n'y a pas la protéine qui va fixer ces protéines, notamment CD55 et CD59, donc on n'aura pas la protection contre le système du complément. Donc le système de complément, il peut former, simplement on rentre dans l'immunologie toujours, alors il peut former le complexe d'attaque membranaire, CAM, et le complexe d'attaque membranaire, il attaque la cellule, explosion de la cellule, libération de tout le contenu, d'accord? Et donc on aura toutes les manifestations cliniques de cette pathologie. J'espère que c'est clair. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une anémie hémolytique acquise, parce que vous allez me dire, il y a une mutation au niveau du gène, normalement c'est une maladie génétique, c'est pas une maladie qui est acquise, d'accord? Normalement c'est une maladie qui est héréditaire, normalement on la met ici, normalement on la met avec les pathologies congénitales. Alors, il faut savoir que dans l'anémie de Fanconi, la mutation existe déjà, même dans la vie intra-utérine, d'accord? La personne naît avec la mutation. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'elle est considérée comme maladie congénitale, génétique. Tandis que dans l'HPN, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, je répète, c'est une mutation acquise. C'est-à-dire que la personne naît normalement, il n'y a pas cette mutation, et il va développer la mutation ensuite. Donc finalement, ce n'est pas une maladie génétique congénitale, c'est pas une maladie congénitale. D'accord? Il va développer la mutation, et cette mutation, elle est non transmise à la descendante. C'est-à-dire si un patient il a cette pathologie, il ne va pas se transmettre cette mutation, d'accord? Parce que c'est une mutation qui est acquise. J'espère que c'est clair. C'est ça la différence entre l'anémie de Fanconi et l'HP. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? On continue alors. Alors. Très bien. Donc là, on aura les cellules qui sont attaquées par le complexe, par le complexe d'attaque membranaire. Donc, elle peut toucher tous les âges, surtout l'adulte jeune. Bien sûr, on peut retrouver multiples signes cliniques selon la personne, hétérogénéité du tableau clinique. On a la forme hémolytique classique avec la formation de thrombose. On va voir pourquoi il y a la formation pourquoi il y a la fréquence de thrombose qui est élevée. Et on a la forme qui est aplasique. Bien sûr, il faut savoir que la forme hémolytique, c'est la forme la plus fréquente. On a ce complexe d'attaque membranaire qui va attaquer toutes les cellules du sang,
Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les globules rouges. Quand il va attaquer les globules rouges à l'intérieur des vaisseaux sanguins, d'accord, les globules rouges vont s'éclater, ils vont libérer l'hémoglobine. L'hémoglobine, il va passer la barrière de filtration glomérulaire, il va se trouver au niveau du sang. C'est comme un tableau d'hémolyse aiguë, d'accord? Il va retrouver au niveau des urines, d'accord? Désolé, au niveau des urines, ce qui donne une coloration rouge aux urines, d'accord? Donc on va retrouver l'hémoglobinurie, donc c'est la présence de l'hémoglobine à l'intérieur dans les urines, ce qui est anormal. Tant qu'on aura l'hémolyse, donc on aura l'anémie, logiquement. Ces globules rouges sont attaqués par le système du complément, d'accord? On aura des urines foncées, d'accord? Et on aura des douleurs dans les reins. Bien sûr, là, le test de Coombs, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des immunoglobulines qui sont en train, il n'y a pas des anticorps qui sont en train d'attaquer les globules rouges, mais il y a le complexe membranaire qui est en train d'attaquer les globules rouges. D'accord? J'espère que c'est clair. Pourquoi on l'appelle hémoglobinurie paroxystique nocturne? Parce que généralement, la coloration ou le passage d'hémoglobine dans les urines qui va donner la coloration rouge aux urines se fait surtout la nuit, nocturne. Paroxystique, c'est-à-dire pas tout le temps on aura l'hémolyse, c'est par poussée. L'hémolyse se fait par poussée. Vous allez me dire pourquoi la nuit? Alors, je vous dis que le système de complément est plus actif quand le pH du sang est acide. Et on sait que pendant la nuit, le pH du sang devient plus acide. D'accord? Devient plus acide. Donc, le système de complément devient plus actif. D'accord? Et quand il devient plus actif, il va lyser les globules rouges, surtout pendant la nuit. Les globules rouges vont libérer l'hémoglobine qui va passer vers les urines et qui va donner la coloration rouge aux urines la nuit. J'espère que c'est clair. Alors, tableau clinique fatigue intense due à l'hémolyse et l'anémie. Émission des urines foncées durant la nuit et le matin. Vous voyez. Parfois, un ictère modéré qui est dû à la libération de la bilirubine. Très bien, la bilirubine indirecte, non conjuguée. Et on a la forme aplasique. Donc, on a les signes d'insuffisance sanguine, syndrome hémorragique, syndrome infectieux, syndrome anémique, sans signe d'hémolyse et une anémie qui est réfractaire. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est la cellule souche hématopoïétique qui est attaquée, d'accord? Et tant que la cellule souche hématopoïétique elle est attaquée, et donc on aura l'incapacité de la moelle à fabriquer, à synthétiser les cellules du sang, et donc vous comprenez qu'on aura une aplasie médulaire. Donc l'évolution de l'HPN peut se faire vers une aplasie médulaire. Et l'aplasie médulaire, les signes cliniques, on a déjà abordé les signes de l'aplasie médulaire. Alors le diagnostic se fait sur la cytométrie en flux qui va mettre en évidence un déficit en protéines GPI dépendantes dans les globules rouges et les granulocytes. Vous voyez, les protéines GPI dépendantes, c'est les protéines qui protègent. C'est la protéine, par exemple, CD55. C'est les protéines qui ont besoin de cette protéine pour être ancrées à la membrane des globules rouges ou des granulocytes. Bien sûr, on arrive à l'aplasie médulaire idiopathique, c'est-à-dire elle reste un diagnostic d'exclusion. Comme on a déjà dit, il faut éliminer toutes les causes congénitales et acquises de l'aplasie médulaire. Et quand on ne retrouve rien, on dit que c'est une aplasie médulaire qui est idiopathique, c'est-à-dire reste sans cause. Bien sûr, la sévérité de l'aplasie médulaire, c'est selon les signes de l'intolérance anémique, présence ou non de bulles endobuccales de l'hémorragie, le syndrome hémorragique et le syndrome infectieux sévère. Quand le tableau clinique déjà il est sévère, on sait déjà que l'aplasie médulaire elle est sévère. Bien sûr, il y a une classification qui s'appelle classification de Kamita. C'est une classification qui classe l'aplasie médulaire selon la sévérité de l'aplasie médulaire. Et bien sûr, cette classification, elle a un intérêt pour le pronostic déjà et pour le traitement. Vous allez voir par la suite que le traitement de l'aplasie médulaire modérée n'est pas le traitement, désolé, de l'aplasie médulaire sévère ou très sévère. Donc voici les critères de Kamita. Rien à comprendre, c'est pratiquement à apprendre par cœur déjà. Rien à comprendre ici. Donc, vous voyez, selon les chiffres des pôles nucléaires, plaquettes et réticulocytes, on les classe soit aplasie médulaire qui est modérée, soit c'est une aplasie médulaire qui est sévère, soit c'est une aplasie médulaire qui est très sévère. Donc, voilà.
L'attitude de l'urgence, le pronostic vital est mis en jeu. Bien sûr, le traitement est symptomatique, c'est-à-dire on peut traiter la thrombopénie par la transfusion de plaquettes, on peut traiter l'anémie par la transfusion de culots globulaires, etc. Et bien sûr, il y a le traitement spécifique selon la sévérité de l'aplasie médulaire, on va voir par la suite. Alors, le traitement symptomatique, bien sûr, le traitement de l'anémie séologique, on va faire des transfusions de culots globulaires, CG, culots globulaires, phénotypés, donc selon le groupage ABO filtré. Les hémorragies, donc on va transférer le culot plaquettaire, d'accord. Et on peut injecter on peut donner des corticoïdes à dose hémostatique, donc les corticoïdes ont un effet hémostatique, donc on peut les donner à dose hémostatique. Et bien sûr, pour les infections, s'il y a une infection, c'est par l'antibiothérapie. Là, c'est un traitement qui est purement symptomatique, c'est-à-dire on a traité la symptomatologie de l'aplasie médulaire. Maintenant, il faut traiter l'aplasie médulaire elle-même. Donc, je vous ai dit, c'est selon la classification qui classe l'aplasie médulaire selon la sévérité. Donc, l'aplasie médulaire modérée, on peut la traiter par l'androgénothérapie. Vous allez me dire, quelle est la relation entre l'androgénothérapie et l'aplasie médulaire? Alors, le traitement androgénique ou l'androgénothérapie stimule l'hématopoïèse, stimule directement les cellules, stimule l'hématopoïèse et même elle stimule la synthèse de l'érythropoïétine. D'accord? Donc, en général, elle stimule l'hématopoïèse. Ensuite, en cas d'aplasie médulaire sévère ou très sévère, donc le traitement reste la greffe de moelle osseuse, la greffe de la moelle osseuse, ou bien l'immunosuppresseur. Là, l'immunosuppresseur, c'est en cas d'aplasie médulaire qui est due à un processus auto-immune. On peut freiner le système immunitaire et dans ce cas-là, comme si on a traité l'aplasie médulaire. Bien sûr, voici la greffe de la moelle osseuse, elle est indiquée chez les sujets généralement jeunes. Donc, vous voyez âge inférieur à 40 ans. Et s'il y a un donneur HLA compatible. L'immunosuppresseur, s'il y a absence de donneur HLA compatible, mais généralement l'immunosuppresseur, ils sont donnés en cas d'un processus quelconque auto-immune. D'accord? Auto-immune. Si il cause notre aplasie médulaire. Guérison après la greffe de la moelle osseuse à 60% et bien sûr risque de rechute. D'accord, risque de rechute. Et voilà, on a terminé notre cours. C'est un cours qui est léger, je le considère comme un cours qui est facile. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et bien sûr à la prochaine dans d'autres vidéos. Voilà.